Bonjour à tous, vous regardez Mandarin TV. Nancy Pelosi, la chef des députés américains, troisième personnage américain, s'est rendue à Taïwan mardi. C'est une visite très controversée. Taïwan est revendiquée par la Chine, qui la considère comme l'une de ses provinces, une région autonome chinoise qui à terme fera partie du pays. Bonjour Monsieur Cheminade. Bonjour Sylvie Chen. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet, un dossier épineux, Taïwan. Les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis reposent sur un communiqué sino-américain conjoint de 1979 dans lequel les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme étant le seul gouvernement légal de la Chine. Avec cette visite de Nancy Pelosi, la Chine a dénoncé et dénonce une provocation des États-Unis et une violation grave du principe d'une seule Chine. Êtes-vous d'accord avec cela ? Alors, c'est une visite qui requiert le sens qui expose un sens opposé à celle de Kissinger et de Nixon, qui à l'époque avaient reconnu une seule Chine. Là, Nancy Pelosi, en venant à Taïwan, de fait, viole l'intégrité territoriale de la Chine, viole la résolution 2758 des Nations Unies et viole surtout, comme vous l'avez dit, le communiqué conjoint sino-américain de 1979. Il y en a eu aussi d'autres. Oui. Donc, elle fait un pas, et en tant que... C'est le troisième personnage de l'État aux États-Unis, c'est la présidente de la Chambre des représentants. Donc, elle est là, c'est pas du tout innocent. Certains m'ont dit, ah, mais on peut pas empêcher les gens de voyager, il faut qu'ils puissent... Non, là, ça a un sens politique. Il ne faut pas confondre la politique et ce que font les agences de voyage. Là, il s'agit d'une provocation politique, d'autant plus grande que la Chine avait mis les États-Unis et Nancy Pelosi en garde, et on dit même que Nancy Pelosi est encore plus va-t-en-guerre que le président Biden, qui était tout à fait, quelque part, peut-être pas tout à fait, mais un peu plus hésitant. D'accord. Vous venez de le dire, hein, la Chine a de nombreuses fois tenté de dissuader Nancy Pelosi de faire cette visite, mais sans y arriver. Quel est l'objectif, quel est le souhait du gouvernement américain derrière cette visite ? Alors Nancy Pelosi représente les éléments va-t-en-guerre du gouvernement américain, les éléments agressifs. Elle n'est pas une représentante peut-être principale, mais c'est le côté, disons, commun des démocrates et des républicains aux États-Unis, par démagogie, en s'inclinant devant les forces d'une oligarchie financière, en même temps par une parade de puissance américaine. Ils ont peur de la perdre. Pour toutes ces raisons-là, ils vont dans cette direction et font des provocations. Alors ces provocations vont beaucoup plus loin, parce qu'il y a eu deux sénateurs, un républicain et un démocrate d'ailleurs, qui ont fait cette proposition au Sénat pour que les milliards que les États-Unis versent à Taïwan, ces milliards leur permettent d'acheter des armes offensives, pas seulement des armes défensives, mais aussi des armes offensives, pour qu'on prenne des sanctions contre la Chine, et aussi pour que le gouvernement américain reconnaisse que les autorités actuelles de Taïwan représentent de façon légitime le peuple taïwanais. Donc tout ça est inouï, parce que tout ça va tout à fait à l'encontre de la politique américaine, au moins de la politique qu'elle disait avoir. Eh bien, ça va dans un sens contraire, et ça va dans un sens du conflit. Et on sait que, y compris dans le détroit de Taïwan, les Américains ont envoyé, les Taïwanais qui l'appellent le détroit de Taïwan, bien entendu, ont envoyé dans la mer de Chine des croiseurs, et évidemment le Ronald Reagan, qui est un porte-avions. Donc on en est là. Les États-Unis pratiquent à l'égard de Taïwan une ambiguïté stratégique, s'abstenant de dire s'ils défendraient ou non militairement Taïwan en cas d'invasion, si Washington reconnaît qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, depuis 1979. Les Américains continuent d'apporter, vous l'avez dit tout à l'heure, un soutien aux autorités taïwanaises en vendant des armes à Taïwan. Dans un entretien téléphonique récent entre Xi Jinping et Joe Biden avait réitéré que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé et que Washington s'opposait fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Quelle est la position des États-Unis au final vis-à-vis de Taïwan ? Je crois que
volontairement, ils font régner une certaine ambiguïté. Vous savez que le président Biden avait déclaré lors d'un précédent voyage que, en cas d'agression contre Taïwan, les États-Unis interviendraient avec Taïwan. Après, le département d'État américain lui-même avait dit non, il ne faut pas l'interpréter comme ça, il faut l'interpréter que si seulement Taïwan est agressé, à ce moment-là, on penserait, etc. Donc il y a cette ambiguïté qu'on entretient. Mais militairement, il y a des déploiements sur place, et surtout de façon plus générale, il y a, après le départ des soldats américains d'Afghanistan, et ils se concentrent dans une politique, disons, d'endiguement, mais aussi d'offensive vis-à-vis de la Chine. Donc c'est la fameuse histoire de Thucydide dont Graham Allison, l'Américain, a tellement parlé, en disant que lorsqu'il y a une puissance ascendante, la puissance qui est en place et qui se sent menacée va répliquer qu'il y aura fatalement une guerre. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir une guerre, et je pense, comme les autorités chinoises, qu'il y a un plan de développement mutuel qui peut être suivi. Le gouvernement chinois a l'initiative Une ceinture, une route, qui est l'initiative de développement pour le monde. Le gouvernement américain a de son côté un projet d'infrastructure, dit-il, de développement. Les deux pourraient coïncider, mais non. Les Américains disent non, et ils montrent bien leurs arrière-pensées. Ils veulent établir quelque chose qui soit, disons, une extension de leur pouvoir et de leur puissance. Et ça va à l'encontre de la Chine. Ça allait même à l'encontre de la Russie. Vous savez que, je crois que c'est en 2007, l'ambassadeur Gourdeau-Montagne, qui travaillait avec M. Chirac, est allé trouver les Russes à l'époque, la Russie, et leur a dit, voilà, il faudrait un plan de stabilité et de sécurité en Europe d'un intérêt mutuel. Les Russes ont dit, on est prêt à explorer cette possibilité. Gourdeau-Montagne le dit lui-même, il l'a publié dans le Figaro. Il est allé voir Condoleezza Rice, qui était à ce moment-là la représentante américaine, et il lui a dit, j'ai ce plan. Et Condoleezza Rice lui a dit, vous, petits Français, vous n'allez pas empêcher notre influence à l'Est de s'étendre. Bien, ils l'ont étendu avec l'OTAN vers les frontières russes, maintenant ils veulent faire la même chose vers la Chine. D'accord. La visite de Nancy Pelosi a déclenché la colère de Pékin et le lancement de vastes manœuvres militaires autour de Taïwan, dans le détroit de Taïwan. Ce sont les plus importantes manœuvres revendiquées par la Chine autour de cette région. En quoi ont consisté ces manœuvres, M. Cheminade? Bien, c'est une manœuvre autour de la zone aérienne réservée de Taïwan et même dans les îles que Taïwan revendique, dans l'espace maritime de Taïwan. Ce sont des manœuvres qui ne sont que des manœuvres, c'est-à-dire qu'on montre qu'on réagira, mais on le fait, même si c'est avec l'aviation, même si c'est avec la marine, on le fait avec une certaine retenue, pour montrer qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Donc je crois que la réaction chinoise a consisté à cela. Je pense que la Chine a d'autres armes. Elle peut, par exemple, agir avec les bons du Trésor américain qu'elle détient, en jouant sur les marchés, en faisant monter les taux d'intérêt sur les obligations américaines, qui provoquerait une crise financière encore plus grave dans les pays occidentaux. Donc la Chine a des armes dans tous les domaines. Mais évidemment, elle doit faire avec, comme elle l'a fait, avec prudence, montrer ses forces militaires, mais aussi pouvoir répliquer dans d'autres domaines où la Chine, qui représente aujourd'hui plus du tiers du produit intérieur brut du monde, a les moyens de répliquer. Cette visite a exacerbé les tensions et dégradé les relations sino-américaines. Pensez-vous qu'une étape a été franchie entre Taïwan et Pékin et entre les États-Unis et la Chine? Alors, je pense que oui, mais on peut revenir sur ce qui s'est passé, à une condition, qu'il y a ce nouveau système financier et monétaire dans le monde. Alors ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la Russie, la Chine, la Turquie, même à ces choses adhèrent l'Iran et même l'Arabie Saoudite, sont en train d'établir un nouveau système financier et monétaire où on échange en devises nationales, mais bientôt ce sera un système monétaire plus global qui s'oppose au système dollar. Alors le dollar, il faut bien comprendre, n'est plus la monnaie des États-Unis en tant que telle. C'est la monnaie du système financier et monétaire transatlantique qui contrôle les États-Unis eux-mêmes, soutenus, il est vrai, par le Pentagone, par les forces armées américaines, dont les dépenses sont inouïes. Les dépenses des forces armées américaines, c'est les mêmes que les 11
autres États qui les suivent dans le monde, y compris la Chine et la Russie. Donc qui est militaire, qui fait des manœuvres, qui développe un caractère offensif. La Chine ne fait rien au Mexique ou à Cuba. Donc voilà, il faut bien être clair sur cette question-là. Alors on peut avoir son opinion ou non sur le gouvernement chinois, mais il faut bien le voir d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue tactique, que l'agresseur, c'est bien les États-Unis et ceux qui contrôlent les États-Unis. La Chine souhaite au final seulement que les États-Unis arrêtent l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Mais les États-Unis, depuis 1945, ont pratiquement toujours été en guerre, directement ou indirectement. Donc ça continue. Donc il faut sortir de la matrice de guerre. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis partisan pour que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN, mais encore plus qu'elle prenne congé de l'OTAN, qu'elle n'y soit plus et qu'elle montre qu'elle ne participe pas à cela, et que la France condamne l'ingérence dans les affaires intérieures de l'État des États-Unis, en particulier en ce qui concerne la Chine et Taïwan. Le gouvernement français ne semble pas du tout être disposé à le faire, mais il y aura des pressions dans le monde qui vont se manifester, qui peuvent aller dans ce sens d'un pas où le système que je dirais basé sur le yuan et en particulier le rouble, où ce système pourra être conjoint, progresser de façon conjointe avec un système dans les pays transatlantiques qui investiront dans l'équipement de la nature et l'homme et pas dans les spéculations financières. Donc il faut sortir de ces spéculations financières. Et là, il y a une question politique. Est-ce qu'à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Allemagne, à l'intérieur des États-Unis, il y a un mouvement politique qui pourra contester la politique actuelle des gouvernements? Et je pense que oui, moi je la conteste en France, d'autres la contestent aussi. Ouais. Tout à l'heure, vous l'avez dit, M. Cheminade, le président Joe Biden était plus hésitant, un peu hésitant pour cette visite de Mme Pelosi à Taïwan. De manière globale, comment cette visite a-t-elle été perçue aux États-Unis par les Américains? Alors, je pense que les Américains ne comprennent pas très bien les questions de politique étrangère et ne saisissent mal, parce qu'il y a toute une propagande anti-chinoise terrible. Vous savez, Pompeo, qui était l'homme de Trump, que Trump avait laissé proférer ses énormités, Pompeo avait dit à la CIA, on a appris à tricher, à mentir, et même à tuer et à voler. Donc voilà, c'est ça la vision de certains services anglo-américains, anglais et américains, qui essayent d'imposer leurs lois aux politiques. Alors, évidemment, le président Biden est quelqu'un de très expérimenté. Ceci dit, il a des affaires un peu, disons, inquiétantes vis-à-vis de la justice, notamment à travers son fils, Howard Biden, en Ukraine. Donc, en même temps, son état de santé, c'est connu, n'est pas parfait. Donc on dit que sa sensibilité et son état de santé le poussent à être moins va-t-en-guerre, plus prudent. Je ne sais pas. On verra bien. Il y a une question qui se présente aussi, où chacun essaye par démagogie de faire montrer ses muscles contre la Chine, qui a les élections en novembre, de mi-terme, entre les deux élections présidentielles, qui seraient en novembre. On assiste, on peut le dire, à une escalade des tensions. Et jusqu'où cela peut-il aller ? Cela dépend du caractère raisonnable ou pas des uns et des autres. Vous savez, connaissant bien l'Empire britannique, Rudyard Kipling, dans Les Simples Contes des Collines, avait dit les Anglais aiment bien chasser le tigre. Et ils pensent que le tigre, une fois qu'il est blessé, on peut très facilement l'achever. Eh bien, le tigre blessé peut être très dangereux car il devient mangeur d'hommes. Et le danger aux États-Unis, c'est que les États-Unis deviennent mangeurs d'hommes, se sentant menacés. Et actuellement, tout le système financier et monétaire transatlantique est menacé, par lui-même d'abord, parce que c'est un système qui émet de l'argent, sans travail et sans production en face. Cela crée une inflation qu'on a sous-estimée. Ces intérêts mondiaux, ça n'a pas été grave, ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, on y est. Et le taux réel d'inflation dans les pays occidentaux, c'est 10%. Alors, si on veut voir et comparer les choses, il faut voir que par rapport à l'euro, par exemple, il faut le dire, le rouble et le yuan sont des monnaies solides. Solides pourquoi? Parce qu'elles reposent davantage sur une économie physique productive. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire que c'est davantage en ce sens. Et nous, en Europe, en décidant ces sanctions en ce qui concerne la Russie, en décidant toute une politique
qui n'est pas une politique de coopération et de développement mutuel dans le monde, nous tirons une balle dans le pied et le risque, c'est qu'on se tire même une balle dans la tête. Parce qu'on a besoin de matières premières, on a besoin de transformation des métaux, on a besoin de terres rares, et tout ça, ça vient de Chine. Donc évidemment qu'on aurait intérêt à un rapprochement avec la Chine pour, et Emmanuel Macron l'a dit parfois, mais ce qu'il dit n'est jamais suivi vraiment d'actes, pour être une médiation dans cette crise mondiale et éviter que le monde se divise en deux, d'un côté l'Europe et les États-Unis, et de l'autre côté les autres pays du monde. Il faut éviter cela parce que ça serait un facteur d'affrontement et de guerre. Les États-Unis et la Chine pourraient-ils se diriger vers une guerre, une crise pour Taïwan? Alors, certains aux États-Unis le voudraient, d'autres pas. Donc, il y a une division. La Chine a traditionnellement une politique de prudence dans les relations internationales et en même temps une politique de développement. Moi, je suis très frappé par l'influence actuelle de la Chine dans les pays d'Amérique du Sud, dont je viens. Moi-même, je suis né en Argentine. L'Argentine, maintenant, veut rentrer à la fois dans les BRICS et dans l'Organisation de la coopération de Shanghai. Donc, c'est très important de voir qu'il y a à la fois un développement économique mutuel qui doit assurer un avenir, mais qu'en même temps, les États-Unis voient ça comme une agression vis-à-vis d'eux, pas les États-Unis, hein, les gens qui dominent les États-Unis, ces intérêts financiers, et que là, ça peut évoluer, notamment en mer de Chine, parce que les États-Unis voient la Chine comme une menace par rapport à leur ordre financier et à leur puissance, et ils essayent de, disons, chauffer leur population ou lui faire croire que la Chine est un ennemi. Comment faire baisser la tension, les tensions aujourd'hui? On peut les faire baisser qu'en touchant à la racine. Vous ne pouvez pas le faire simplement dans le domaine militaire. Si les militaires savent qu'à la guerre on meurt, donc ils sont parfois plus raisonnables que les civils. Donc il faut qu'il y ait ces relations entre militaires des deux pays. Mais ça ne suffit bien entendu pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille vers un système de développement économique mutuel qui soit par sa nature même hostile, opposé à une vision de guerre. Donc ça suppose qu'il y ait une monnaie qui le permette, il y a un accord entre nations, et que cet accord entre les nations soit quelque part avec des projets communs. Pour nous, la nouvelle route de la soie est un pas insuffisant, mais c'est un pas vers ce que nous appelons le pont terrestre mondial, c'est-à-dire un système de développement qui serait digne de ce que Roosevelt ou même De Gaulle voyaient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, des intérêts financiers ont pris le pouvoir dans les pays occidentaux, on évacuait cette approche. Aujourd'hui, les conditions reviennent pour ça, parce qu'on est au bord du gouffre, où on continue cette politique-là, et on risque d'aller à un affrontement militaire ou à un chaos économique, à une guerre des chaînes d'approvisionnement, par exemple. Donc là, on est au bord du gouffre, il faut décider, est-ce qu'on a une politique de survie mutuelle assurée, ou est-ce qu'il y a une politique de conflit? Et c'est là qu'on en est. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cheminade. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Mandarin TV.